C'est toujours un grand plaisir d'essayer d'expliquer ce qu'on essaye d'explorer à l'agence à travers les projets qu'on essaie de mettre en place. Et puis c'est toujours un plaisir de pouvoir s'arrêter un peu dans la vie tumultueuse d'un architecte pour réfléchir et pour essayer d'exprimer le plus clairement possible on va dire nos attentes et puis surtout nos interrogations. Donc dans cette première partie de conférence, j'aime toujours un petit peu présenter une sorte d'atmosphère, une sorte de lieu un peu complexe qui stratifie et qui finalement n'est pas une définition précise, soit d'une démarche, soit d'une recette qui permettrait de produire de l'architecture, et qui sont plus, on va dire, des préoccupations qui à différents stades du projet, peuvent questionner l'architecture, peuvent questionner bien évidemment l'activité humaine à travers notre métier de production des espaces. Donc le premier élément, c'est forcément la question de la limite. C'est une notion qui à la fois interroge toutes les échelles et puis qui interroge là encore ce qui peut être produit de l'immatériel ou du matériel. Alors à travers cette image, mais à travers d'autres images, on peut se poser cette question-là de cette limite entre le ciel et la terre, cette limite entre l'intérieur et l'extérieur, et c'est quelque chose qui questionne systématiquement les espaces contemporains et les programmes contemporains. Un élément qui est là encore essentiel dans le travail de l'agence, c'est ce que j'appelle moi l'intelligence de la main. Donc c'est le travail à la fois d'accumulation, c'est-à-dire cette idée qu'on accumule au fur et à mesure un savoir, une connaissance de projet qui permet de mémoriser d'une manière non organisée un savoir, il y a une intelligence de la main, c'est-à-dire fabriquer. Alors ça, c'est des maquettes que l'on fait à l'agence. Depuis, là, c'est sur une dizaine d'années, de différentes échelles, de différentes matérialités, et qui permettent, dans la fabrication, dans le mode de fabrication, déjà d'accumuler à la fois une forme de savoir et un savoir de la forme. Donc c'est cette idée-là que j'aime bien développer et qui, à travers le travail de la série, à travers l'accumulation, nous permet d'expérimenter et d'accumuler à travers notre œil, à travers le regard qu'on pose sur ces maquettes et sur ces projets, finalement une histoire aussi, qui est l'histoire du projet. Et là, j'en viens à une autre notion qui est importante dans notre travail, et ce à quoi je tiens assez puissamment et assez fortement, c'est sur cette notion de temporalité, l'idée que un bâtiment, aujourd'hui, capture, ou en tout cas subit ou capture, ça peut être les deux aussi en même temps, le temps qui va passer et qui va l'éroder, qui va le vieillir. L'idée aussi qu'un bâtiment n'est pas un instant T, un objet, une image figée, mais que finalement, à travers, là en l'occurrence c'est une carrière qui est sur Aix, qui a construit toute la partie du XVIIe siècle à Aix-en-Provence. C'est une carrière de pierre de rogne, alors c'est pas vraiment de la pierre de rogne, c'est la pierre de verse, mais qui a été découpée dans la roche et dans lequel finalement le temps vient l'éroder, vient le travailler, vient le sculpter, et la végétation vient comme ça se confronter à cette relation à la matière. Et c'est quelque chose qui nous fait forcément, en tout cas qui me fait réfléchir sur la relation de notre acte de construire au paysage et à la temporalité, c'est-à-dire au temps. Donc on va voir à travers les différents projets. C'est mieux, non? Non, c'est pire. Voilà. Donc un autre élément qui est un élément plus commun, on va dire, sur cette notion de temporalité, c'est la notion forcément de paysage.
dans son sens large, alors aussi bien un paysage construit, non construit, l'accumulation, ce que parlait Mathieu à l'origine. Donc c'est une source de projet importante, l'idée que le projet ne se suffit pas à lui-même et qu'il vient tirer sa force des paysages alentours, qu'il vient trouver son sens du paysage alentour, qu'il soit construit ou non construit. C'est-à-dire qu'il vient tendre, qu'il vient créer une sorte de lien immatériel, là encore, avec ce qui existe déjà. Et le récit, l'histoire que l'on va raconter, est forcément cette idée que l'on vient tisser un élément de plus dans ce qui est là, qu'il soit intéressant ou pas. Finalement, le projet d'architecture que l'on vient, ou le projet de paysage, ou le projet d'urbanisme, vient finalement prolonger un récit qui est déjà là. Ça, c'est une notion qui m'est chère, puisqu'à travers une action, finalement, on peut agir sur un rayon et un élément plus large de la ville. Dernier élément, avant que je vous présente plus précisément des projets, une image de référence plus large, mais là encore, une manière, on va dire, et une sensibilité par rapport à l'architecture que l'on produit, c'est cette idée de mettre au centre des préoccupations l'homme au sens large, c'est-à-dire l'idée que finalement les espaces que l'on construit à travers les programmes qui sont imposés dans la production sont finalement des espaces qui sont construits par le mouvement des corps à l'intérieur des bâtiments. Donc cette sensation, cette perception, elle passe forcément par cette relation au corps et au mouvement des corps dans les bâtiments. Et donc c'est une notion qui sous-tend là encore une de nos préoccupations. Donc là j'ai essayé à travers cette petite présentation de vous dresser un peu d'une manière assez large et assez distendue, on va dire, les grandes interrogations ou les grands axes de recherche. Ce ne sont pas les seuls, bien évidemment. Et à travers les projets que je vais vous montrer ce soir, donc 4 projets de temporalité, d'échelles différentes, essayer d'expliciter plus davantage ces éléments qui peuvent paraître un peu abscons au premier regard. C'est peut-être s'installer. Le premier projet que je vais vous présenter, c'est un projet terminé qu'on a livré en 2014 sur la commune de Bagnols-sur-Mer, qui est pas très loin de Perpignan et pas très loin de la frontière espagnole, dans le sud-ouest de la France, et qui est un lieu un peu exceptionnel à plusieurs points de vue. Déjà, le commanditaire, qui est en fait l'université de Pierre et Marie Curie, qui est sur Paris, donc l'UP 6, si je ne me trompe pas, à Jussieu, et qui a une série d'antennes dans toute la France, qui sont des centres océanologiques, donc de recherche, qui sont des antennes européennes, et qui regroupent à la fois chercheurs, thésards et puis conférenciers internationaux qui viennent dans ces lieux pour recueillir à la fois des données datées. Donc là, sur Bagnols, il y a des données liées au parc de Bagnols, qui est donc un parc naturel qui est situé sur cette partie vers l'Espagne, qui sont des relevés à la fois de température et puis d'éléments scientifiques liés à la mer de plus de 100 ans. Et donc du coup, c'est un matériel de recherche assez intéressant et assez important. Il y a des séries de plongées qui s'établissent dans ce lieu. Donc, c'est le bâtiment que vous voyez ici, c'est le centre océanologique de Bagnols, et qui est en fait une sorte d'institution qui ferme le port de Bagnols et qui, à la fois, travaille comme un élément patrimonial et puis qui travaille également comme un élément, on va dire, de limite de la ville. Donc la ville de Bagnols est ici, on rentre par la partie sud,
Et ensuite, on a la grande plage et le port de Banyuls et le centre océanologique qui vient fermer le port, puisqu'ensuite ici on remonte sur les collines et on voit que c'est la partie du paysage qui est le moins utilisé, qui est assez abrupte. Et donc au bout de ce port, de manière assez exceptionnelle, se situait le seul terrain sur le front de mer, donc à une trentaine de mètres du port de Banyuls, terrain libre, laissé libre, et qui était la propriété de l'université, et qui était un parking, un vaste parking, et qui était donc maintenu par, on va dire, la pression foncière des petites maisons qui sont tout autour, qui avaient une vue, qu'il y avait, puisque maintenant ils ne l'ont plus, sur toute la rade de Banyuls. Et donc l'idée de ce centre océanologique, c'est de créer un équipement d'hébergement pour l'ensemble des chercheurs, qui puisse être suffisamment, on va dire, équipé pour pouvoir accueillir l'ensemble des personnes qui viennent de l'ensemble de l'Europe pour pouvoir faire des recherches sur Banyuls. Donc pour commencer ce projet, moi j'aime bien toujours m'intéresser à ce qui se passe un petit peu autour, même si ça n'a pas forcément un rapport direct, évident avec le programme, mais finalement ce sont des lieux quelquefois qui engendrent un imaginaire et on va dire une amorce de projets qui sont intéressantes. En l'occurrence là, je ne sais pas si tout le monde connaît, c'est ce projet qui est à Port-Bou, qui est un mémorial, c'est le mémorial de Walter Benjamin, de Danny Caravan, et qui est un lieu assez incroyable, donc, à flanc de rochers, à flanc de collines. On a une grande lame comme ça de métal qui descend jusqu'à la mer, dans lequel on arrive, on ne perçoit pas l'eau, on perçoit simplement un tube noir. On rentre dans cette épaisseur, la lumière s'arrête, s'atténue, le bruit de l'eau réapparaît, et au fur et à mesure que l'on descend les marches, donc on descend dans la colline, notre corps retrouve la lumière, le son de l'eau se fait de plus en plus important, et finalement on arrive sur la partie du bout, donc il y a l'extrémité qui est ici, où on retrouve la vue, en contre-champ ici, avec un rocher, et la mer qui vient se fracasser sur les rochers, et donc toute notre perception qui vient réapparaître. Donc cette notion à la fois d'être dans le paysage et d'être reclus, et de décomposer comme ça la perception qu'on avait du paysage, était quelque chose pour moi qui était presque symbolique, et qui témoignait un peu de cette relation au paysage à travers ce tout petit projet. C'est un projet qui fait une vingtaine de mètres de long, qui est juste positionné à côté d'un cimetière, le cimetière de la ville de Port-Bou, qui est un tout petit cimetière paysager qui ouvre sur la rade. Le deuxième élément important qui a sous-tendu le projet, c'est bien évidemment le programme à proprement parler. Et on s'est intéressé au travail des chercheurs, et notamment il y avait tout un travail sur ce qu'on a appelé ce qu'on appelle même les gorgones. C'est un matériel qui est assez intéressant, c'est à la fois minéral, ça a une forme végétale, et puis c'est dans l'eau, donc l'air passe à travers. Donc il y avait une relation comme ça à la matière qui était assez intéressante, entre des formes comme ça très souples, très linéaires, quelque chose qui est cassant, donc qui est de l'ordre d'un matériau ductile, et puis qui laisse passer le regard et qui laisse passer l'eau. Et c'était intéressant de travailler sur une architecture qui prenait sa source ou son intérêt dans le matériel même de la recherche des chercheurs. Donc du coup, du matériel de recherche, pardon. Et donc du coup, c'est finalement ces gorgones, elles ont comme ça fabriqué la matière du projet. Et elles ont fabriqué à travers un travail esthétique de brin en béton. Alors c'est du béton classique, c'est pas du BFUP, c'est un béton qui est un peu épais. On est à 14 cm d'épaisseur. On a quelque chose d'un peu rustique, avec on voit les bullages apparaître, on voit les choses un peu brutalistes qui donnent finalement cette perception de verticalité d'un horizon et d'une vue sur la mer
qui vient être redécoupé. Donc ça, c'est ce travail de jonction qui était pour moi important. Quelques relations au plan. Le plan masse, donc le bâtiment, c'est 70 chambres étudiantes, un restaurant, un parking en partie inférieure et des locaux de service au rez-de-chaussée. Le centre de recherche se situe sur cette partie-là, et donc le centre d'hébergement, lui, est séparé des deux éléments. On a ici au milieu des salles de conférence. Donc c'est un ensemble qui est complètement intégré dans la ville, qui fabrique des relations qui sont assez intéressantes. Donc dans cette idée de matière et de recherche liée à la matière, on a travaillé sur un plan de rez-de-chaussée, donc forcément compréhensible, on le verra plus tard sur les photos, un rez-de-chaussée qui est entièrement enterré, qui vient reprendre les collines qui sont au loin, et qui fabrique une topographie artificielle, où on vient rentrer par un goulot d'étranglement, la mer est en partie haute ici, on accède à un hall creusé, entièrement en béton, qui permet de rentrer dans une épaisseur et dans une matière, et qui permet d'accéder ensuite à deux escaliers qui nous permettent de se développer à travers les coursives et à travers la vue qu'on a pu voir tout à l'heure. Sur les parties arrière, uniquement des parties techniques, donc il y a des services pour la plongée, des centres, des lieux de dépôt pour du matériel de relevé qui sont situés à ce niveau-là. Niveau R+1, on a la seule grande fenêtre proprement dite qui s'ouvre sur le paysage, qui est une sorte de fenêtre urbaine qui vient donner l'échelle au bâtiment. De chaque côté, deux salles de réunion qui peuvent être des salles dans lesquelles sont à côté du réfectoire, donc on peut à la fois annexer en tant que réunion, mais également pour des repas un peu plus refermés. Un grand réfectoire, la partie de la cuisine qui est ici, et ici les locaux du gardien qui sont situés sur cette partie-là. Ce que vous voyez tout autour, c'est la coursive périphérique qui est technique sur cette partie-là et qui vient envelopper l'ensemble du projet. Le bâtiment est aussi une forme d'efficacité, de réponse assez efficace à un programme qui est répétitif, celui de chambres étudiantes et des chercheurs. Donc il y a des T2 et des T1, il y a un peu les deux typologies. Donc on a les deux noyaux qui sont situés au centre, l'ensemble en batterie, l'ensemble des chambres, et les coursives périphériques, qui sont en réalité à la fois des lieux de distribution, qui deviennent aussi l'épaisseur de la fenêtre, avec ici l'ensemble de la résie que vous avez vu tout à l'heure, amorcée. Et puis finalement, à la partie intérieure, la partie de la salle de bain, donc on est dans quelque chose qui est assez efficace. Et les coursives ont été élargies, on est à 150 cm de large, de manière à devenir réellement des lieux d'échange qui fonctionnent assez bien, puisque maintenant il y a des séries de tables et de choses qui se passent derrière cette coursive. Et finalement, la chambre se développe réellement sur la circulation. Donc il y a une relation assez intéressante, à la fois d'intimité et de public. Sur cette coupe, pour résumer un peu ce que je viens de vous expliquer, donc la partie du rez-de-chaussée qui est complètement enterrée, qui reprend les talus et le tavet de la topographie que l'on peut retrouver autour de Banyuls. La partie du restaurant avec la grande fenêtre qui s'ouvre sur le paysage. Ici, la partie de la fabrication des repas et la partie réfectoire qui est ici. La partie plutôt technique avec le parking qui se développe à l'arrière. Et au dernier étage, les chambres, les T2, qui sont les plus larges, qui sont ouvertes en attique sur la partie du paysage. Tout ça, ça s'intègre forcément, enfin en tout cas ça se réfléchit, ça s'impose à un site, à un lieu bien particulier, qui est constitué de collines qui sont fabriquées par des restanques, une série de restanques, donc des restanques assez intelligentes parce qu'elles travaillent à la fois sur le circuit de l'eau. Elles travaillent également avec une matière qui est bien particulière, qui rejoint la matière que l'on a utilisée pour faire la façade, qui sont en fait des pierres, c'est une sorte de schiste, qui est rempli d'acier et de fer, et qui, avec les embruns marins, rouille et donne cette couleur légèrement ocre à la pierre, qui est aussi repris dans une série de maisons
plus ancienne et plus typique de Perpignan, qui est un enduit plutôt ocre. Et donc c'est cette réinterprétation qu'on a travaillée à travers la couleur de la gorgone qui est ici. Sur la partie qui est là, on vient se rattacher à un bâtiment, là encore, qui est existant, qui est des années 70, et qui vient créer ce front urbain, qui vient se réaligner au deuxième bâtiment qui est ici, qui est celui de l'université, qui est un bâtiment plus ancien. Et donc il y a un travail de relation, même sur ce bâtiment, qui n'est pas forcément accolé avec ce qui se passe tout autour, qui vient travailler sur cette relation, on va dire, sensible avec une forme de continuité dans l'échelle de la construction. Sur la partie du rez-de-chaussée, on retrouve la partie enterrée avec l'accès ici dans l'épaisseur. L'idée aussi de ce bâtiment, c'est un bâtiment qui, en termes de développement durable, est assez avancé. Alors on a fait un travail assez intéressant avec les chercheurs, puisque c'est un bâtiment qui est bardé de capteurs. Donc c'est un bâtiment qui s'adapte. L'idée, c'est pas de faire un bâtiment qui soit immédiatement développement durable, mais un bâtiment dont on puisse retrouver une série de données pour pouvoir adapter le curseur, pour adapter les moyens de chauffage, adapter les moyens d'isolation au fur et à mesure de son existence. Cette idée-là était assez intéressante de la part des chercheurs, c'est l'idée de ne pas produire simplement un modèle mathématique et d'imaginer qu'on l'applique et que dès qu'on ouvre une porte ou une fenêtre, finalement ça ne fonctionne plus, mais de rendre le bâtiment un peu plus intelligent. Par contre, il faut forcément des gens qui s'en occupent, en l'occurrence c'est eux, qui récupèrent un certain nombre d'informations et qui, au fur et à mesure des années, améliorent le fonctionnement du bâtiment par des petits moyens assez simples. Et donc ça, c'est assez intéressant, puisque finalement, ils utilisent le bâtiment comme un outil scientifique. L'autre élément important, c'est que l'ensemble du bâtiment est chauffé par une pompe à chaleur à eau de mer. Alors ça aussi, c'est du développement durable qui ne se voit pas forcément. Mais finalement, on retrouve l'idée de l'approche scientifique avec finalement l'énergie du bâtiment que l'on met à refroidir ou à réchauffer ce bâtiment. Elle tire sa force finalement de l'eau, puisqu'on a un échangeur à plaques qui permet de récupérer les calories et les frigories sur un forage qu'ils avaient déjà réalisé quelques années avant, à 80 mètres au large de Banyuls, qui permet d'avoir une régularité dans la température. Donc finalement, c'est un bâtiment qui n'exprime pas cette notion de développement durable, mais qui finalement, dans sa pensée, dans son mode de pensée, de fonctionnement, le fait exister. Donc là, on voit le rapport du piéton également avec le bâtiment. Donc on a cette grande fenêtre-là qui contient l'accès au restaurant, qui malheureusement n'est pas accessible, une chose incroyable, qui devait être accessible, mais bon, les données du maître d'ouvrage étant ce qu'elles sont, quelquefois c'est trop compliqué de servir un repas en terrasse qu'à l'intérieur. Du coup, ils ont rendu les choses inaccessibles. Alors c'est accessible de temps en temps par des gens importants, mais ce qui est un petit peu à la fois ridicule et un peu énervant pour finalement un élément de générosité qu'on propose et qui n'est pas finalement mis en place pour des raisons bassement programmatiques. Sur cette partie-là, donc, on voit la partie technique arrière du bâtiment qui vient glisser finalement sur ce talus et qui vient rendre compte de la topographie qui vient pousser ce bâtiment et qui vient le décaler sur la partie de l'enclos. Donc là encore, avec le travail de la matière, on a cette vibration. Chaque brin est coulé séparément et on a des compositions assez complexes pour finalement que le brin fabrique en partie basse le garde-corps et en partie haute la partie du brise-vue. Donc là, on est sur la partie arrière, partie du parking, avec l'accès au hall d'entrée. Cette partie-là qui est une coursive technique, on le voit apparaître ici, à travers les matériels actifs qui sont là. Et puis au-dessus, les coursives des logements, avec l'attique qui est en partie haute. Du coup, ce qui est intéressant, c'est vraiment ce travail, là encore, de la couleur, de la lumière et de la matière. On est dans un endroit qui est ouvert aux quatre vents, aux quatre paysages, avec une vue incroyable sur la mer. Et finalement, cette idée d'un endroit un peu comme un moucharabier qui vient accueillir et créer cette intimité tout en laissant passer le regard, finalement, vient créer une lumière et une perception de la lumière qui est assez enveloppante, puisqu'on est dans un
dans une monocouleur qui permet réellement de se plonger dans le paysage sans avoir d'autre filtre que cette peau souple de béton. Le hall d'entrée, dont je parlais tout à l'heure, avec sur cette partie-là donc un grand miroir qui renvoie finalement l'image du paysage qui est au fond, et puis l'ensemble des parois. On rentre dans l'épaisseur du bâtiment. À l'opposé, on va dire, de cette peau très colorée, l'intérieur est quant à lui plutôt sobre, plutôt calme. Il vient simplement se poser comme le dessin d'un espace très pur et qui donne finalement la place la plus importante au paysage à l'extérieur, à cet horizon qui fabrique la relation que l'on a avec Banyuls. Donc là, c'est l'illustration d'une chambre très simple, avec le mobilier qu'on a pu dessiner là encore, et un travail très simple sur des sols souples, des plafonds blancs, et très évident, et sans ostentation. Et donc sur cette dernière image, l'idée là encore de cette matière qui fabrique l'épaisseur du projet, qui fabrique la lumière et le rapport au paysage dont je parlais au début. Je continue sur un deuxième projet qui me tient à cœur, là aussi fini en 2014, qui est un projet sur Aix-en-Provence, sur la commune d'Aix-en-Provence, et qui est intéressant à plusieurs échelles. On était déjà intervenu sur donc, la Durane à Aix-en-Provence, donc c'est une commune qui est périphérique à Aix-en-Provence. On voit au loin sur cette photo la fameuse Sainte-Victoire qui est la véritable identité, on va dire, de la ville, une sorte de point de repère primordial pour tout Aixois. Et finalement, une ville en périphérie qui s'est créée, qui sera d'ici une dizaine d'années la 3e ou 4e ville du pays d'Aix, bon, qui n'existera plus, mais en tout cas du bassin aixois. Et c'est une ville créée de toutes pièces, à peu près à 5-6 km d'Aix-en-Provence, et qui est une ville qui est assez terrible, dans le sens où l'urbanisme en est absent. On va dire l'histoire de l'urbanisme en est absent, l'urbanisme en est absent, et où on a laissé la promotion privée capturer réellement tout l'ensemble de ce paysage. Donc c'est un paysage qui est magnifique parce que c'est un paysage, comme on peut le voir ici, de garrigues. Alors auparavant il y avait des pins, mais il y a eu un grand incendie, ce qui a permis de libérer du foncier, ce qui arrive quelquefois. Et donc c'est un lieu qui est absolument magnifique. Il y a une couche de terre d'à peu près 50 cm, c'est une sorte d'humus un peu assez fertile, et dessous il y a une pierre blanche qui a donné le nom à la ville de la Durane, qui est cette notion de dureté, qui est une pierre calcaire très forte, et qui fait que les végétaux finalement, à part les pins, n'ont pas forcément beaucoup de place pour exister. Donc la Durane, c'est quoi? C'est un ruban d'enrobé dans lequel on va passer les réseaux, comme dans une ville classique. Et puis, de temps en temps, quand on a un peu de topographie qui nous embête, et bien finalement, on va faire un virage, on va tourner, on va retourner dans un sens, on va fabriquer des cul-de-sac, on va fabriquer des îlots qui n'en sont pas vraiment. Et la grande idée de la Durane, c'est de mélanger du logement et du bureau. Ce qui produit des espaces qui sont juste assez compliqués à vivre et qui, étrangement, fabriquent du lien social, un lien social très fort. C'est-à-dire qu'il y a une activité associative très importante, il y a une activité, il y a des fêtes de quartier, enfin il y a vraiment une vraie présence de la vie dans ce quartier, malgré une absence totale d'équipement, une absence totale d'aménagement urbain, de trottoirs, puisqu'on est dans le lieu de la voiture, principalement, et dans le lieu de la spéculation foncière. Donc rien d'extraordinaire non plus, hein. Je pense que c'est une situation qui peut se passer et qui se passe assez souvent. Et donc là, la question était assez intéressante. Donc la Durane, c'est cette partie-là.
la crèche de la Durane, que je ne me trompe pas, est située ici. Donc on avait fabriqué ce petit carré ici, nord-sud, est-ouest, donc qui était l'amorce du nouveau quartier de la Durane, qui est cette partie-là. Et aujourd'hui, il se posait la question d'un deuxième équipement, qui est donc une salle polyvalente, et qu'il fallait mettre à l'amorce du nouveau quartier, qui lui est réalisé par Gregotti, je ne sais plus si c'est Giorgio Gregotti, Vittorio Gregotti, voilà. Mais qui, à mon avis, n'a pas fait grand-chose, parce que quand on voit le plan, c'est juste assez inquiétant, mais qui en fait se développe sur toute cette partie de colline, et qui est donc l'amorce des voiries que l'on voit ici, qui se développent maintenant sur cette partie-là, et là ils sont en train de construire des centaines et des centaines et des centaines de logements en béton de partout, avec en bas une magnifique oliveraie, donc des oliviers un peu partout, parce qu'il faut bien planter des oliviers. Mais bon, sans réelle pensée ni construction urbaine, donc ce qui donne un sentiment vraiment assez étrange lorsqu'on arrive dans ce lieu. Mais en même temps, ça pose une vraie question lorsqu'on est architecte, comment arriver finalement à créer cette relation avec l'histoire, cette relation avec l'implantation d'une construction et d'une activité humaine dans un lieu comme celui-ci. Et donc du coup, la première réflexion a été celle d'un travail sur le paysage. Si on regarde un petit peu, alors vous ne connaissez pas le site, mais on a une colline qui fabrique en réalité un cirque dans lequel est fabriquée la Durane. Et à partir de ce lieu ici, il y a une rotation du paysage qui s'établit et qui s'ouvre sur un autre village qui s'appelle Cabriès, qui est au sud-ouest, et qui finalement, à partir de ce point, crée une rotation totale de tout le paysage vers l'image qu'on a vue tout à l'heure avec la Sainte-Victoire, etc. Alors c'est un vœu pieux parce que forcément aujourd'hui tout est fracassé, tout est défoncé, mais finalement, est-ce que le sens d'un bâtiment, c'est de ne pas révéler aussi ce qui existait déjà avant? Et donc c'est cette idée-là qu'on a essayé de travailler et qu'on a travaillé. Donc à travers ce bâtiment-là, on a travaillé une charnière urbaine et une charnière finalement, une charnière du paysage. Donc deuxième élément, l'urbanité. Moi venant de l'école d'Yves Lyon, la relation entre espace public et bâtiment, c'est pour moi essentiel. Chaque bâtiment qu'on a fait, on a forcément proposé un aménagement d'espace public, même s'il est petit, étroit, mais finalement la verticale n'existe qu'à partir du moment où on a une horizontale. Et donc on a fabriqué ici une place triangulaire, qui est une vraie place urbaine, avec des vrais alignements, donc vous verrez tout à l'heure. Et on a fabriqué un alignement avec une place, alors qui est ce qu'elle est, hein, puisqu'en face on a un peu de complexité, mais finalement qui assoit un peu l'activité de la ville. Autre élément important, c'est finalement comment fonder un bâtiment comme celui-ci et comment fonder l'activité des différentes associations, parce que ça c'est un bâtiment qui accueille à la fois, donc ça c'est une école, un peu compliqué, on a du mal à comprendre quels sont les alignements, quels sont les jeux qui peuvent finalement engendrer quelque chose dans un site aussi complexe. Donc qui accueille les écoles de temps en temps, qui accueille des spectacles, qui peut accueillir du théâtre, et qui accueille aussi des écoles de danse et de capoeira, enfin plein de choses, et que la mairie d'Aix-en-Provence utilise aussi pour des événements un peu moins culturels, plus économiques, comme des salons de l'immobilier ou des salons. Enfin, voilà, c'est un peu un fourre-tout, c'est une usine à tout faire et une usine à rien faire en même temps, avec un programme qui tient une page A4, ce qui est juste impossible à faire. Et donc, ce travail de fondation, finalement, je l'ai pris dans un sens, on va dire, de clin d'œil historique, à travers le palais de Charles Quint. Je ne sais pas si beaucoup connaissent, à l'Alhambra. C'est un bâtiment qui m'avait marqué, qui est assez intéressant. C'est un bâtiment qui est entièrement austère. Donc de l'extérieur, on a un bâtiment relativement classique, avec une modénature, un carré. Et puis à l'intérieur, on a un patio extraordinaire, circulaire, qui s'ouvre sur le ciel et qui finalement crée une relation incroyable avec la verticale, et qui fonde réellement ce bâtiment sur l'éperon de l'Alhambra et qui crée une vraie perception, c'est-à-dire c'est un vrai chemin initiatique. Lorsqu'on est rentré, lorsqu'on en ressort, on n'en ressort pas de la même manière, et ça marque véritablement
le paysage et la topographie. Donc cet élément-là, c'était quelque chose qui finalement créait du lien et créait une relation à l'histoire qui n'était pas inintéressante, en tout cas dans la perception que j'en avais, dans la relation du paysage que j'en avais. L'autre élément dont je parlais tout à l'heure, qui était assez intéressant, c'était le mot de la Durane. Donc les mots aussi sont importants. Finalement, il faut toujours se poser la question pour quelle raison on l'appelle de cette manière plutôt que d'une autre. Et la Durane, donc, les anciens provençaux racontaient, c'est que c'était le lieu qui était dur, quoi. Donc on a en tout cas un lieu qui est entièrement fait de cette pierre calcaire blanche avec des petites incrustations ocre et qui fabrique comme ça une relation de dureté avec le paysage. Donc ça se matérialise finalement avec un bâtiment qui est pratiquement enterré sur les 3/4 de ses côtés, donc qui vient chercher la roche et qui vient chercher, donc on voit activer l'inflexion dont je parlais tout à l'heure, qui vient se développer sur cette partie-là. Le patio, qui vient créer cette relation de verticale avec l'implantation du bâtiment et avec l'idée d'une relation à l'histoire de l'architecture. Deux petits bâtiments qui sont ces deux équipements et qui sont reliés par ce travail du patio circulaire, avec finalement l'entrée qui se situe dans l'angle de l'espace public. Donc là, ici, on a un magnifique rond-point de voiture. Donc l'idée, c'était de se mettre à distance et finalement de ne pas générer les entrées au droit de cet élément-là, mais de rentrer dans la partie du patio qui devient finalement le filtre, la relation au ciel, l'abstraction finalement du site, et puis la perception des espaces. Le programme en quelques mots pour être précis. Donc ici, studio de musique, sur ces deux espaces-là. Ici, studio de danse, patio, ici pour éclairer, pour avoir des activités extérieures. Petit jardin extérieur qui s'ouvre sur la roche et sur le rocher, on le verra tout à l'heure. Et finalement, cet espace-là est aussi utilisé par l'école. Donc ces deux salles de musique se transforment en salle de cours. Et ici, en salle de jeu pour les enfants. Et ensuite, ils se développent dans la cour, avec la possibilité de pouvoir passer par un passage directement dans ce deuxième grand patio circulaire qui fabrique l'entrée à la grande salle. La grande salle qui peut être coupée en 3 parties. Une partie centrale, donc divisée par 2, ça fait 600 mètres carrés, donc c'est assez grand en tout cas pour la commune, pour pouvoir des activités. On coupe en 2 dans cette partie-là, et ensuite on peut couper dans cette partie-là pour avoir 2 petites salles. Et tout est organisé pour finalement permettre des sorties et des accès différenciés avec des activités, des co-activités importantes. Sur cette partie-là, donc à travers les 2 blocs, ce bloc-là et ce bloc-là, on a les activités de service, donc sanitaire, rangement, cuisine, petit bureau administratif et un dressing pour lorsqu'il y a des grandes soirées ou des spectacles. Le travail du cercle qui vient marquer ce sol, finalement, il est marqué par un arbre, qui est un érable, qui vient fixer la relation au sol, et un banc qui permet de fixer aussi la relation avec le mouvement. Lorsqu'on est au cœur et au centre de ce patio, finalement, le bruit de la ville s'arrête et on ne voit plus que le ciel. Sur cette coupe, la relation donc à la topographie, donc c'est un bâtiment qui est, là encore une fois, pratiquement enterré sur les 3/4, et donc le patio qui vient se creuser, qui vient se fabriquer par la topographie. Donc on a terrassé pendant un peu plus de 15 jours, et on a proposé donc de récupérer l'ensemble des concassés sur site pour finalement fabriquer le béton. Mais trop compliqué, bureau de contrôle aidant. Faire du développement durable, c'est récupérer des cailloux sur place pour fabriquer du béton, c'est impossible. Ils ne sont pas criblés, ils sont pas... Enfin bon, ça paraissait insurmontable. Donc finalement, on les a réutilisés sur les toitures en protection d'étanchéité, mais comme elles sont un petit peu coupantes, elles sont en double protection d'étanchéité. Donc on a une première protection d'étanchéité, puis on a cette deuxième élément. Mais c'était important, enfin moi il me semblait, avec la matière qu'on avait enlevée, c'était assez beau et assez intéressant de refabriquer finalement l'architecture avec cette matière, donc avec le sable, avec le caillou qui fabrique le béton. Le béton qu'on a mis en place là, c'est un béton, on a essayé de rechercher justement ce rapport, cet élément de rapprochement entre la pierre qu'on a vue tout à l'heure et le béton
et le sable. Autre détail important qui est en relation avec un des éléments dont je parlais tout à l'heure, cette idée aussi, cette idée aussi d'éliminer l'ensemble des couvertines. Alors ça, c'est un petit détail qui a son importance parce que finalement, les mousses, les coulures vont venir habiller ce bâtiment et vont venir le vieillir. C'est quelque chose que quelquefois les maîtres d'ouvrage ont du mal à comprendre. Mais finalement, ça laisse aussi autant l'idée de créer sa propre marque et finalement l'idée de créer sa propre empreinte. Donc, là encore, petite histoire, rien de grave, mais cet élément-là était complètement ouvert, et pour des raisons, alors sachant qu'il n'y a aucun problème de drogue ou de quoi que ce soit dans ce lieu-là, qui est un lieu très surveillé, très sécurisé, tout ce qu'on peut imaginer. Donc les élus ont voulu absolument qu'un patio, c'est-à-dire qu'un endroit comme celui-ci, ne soit pas ouvert au public en permanence, et donc du coup, ils l'ont fermé. Alors, la seule chose qui est intéressante aujourd'hui, c'est que finalement ce portail, qui est en fait un portail sur pivot, est ouvert assez souvent parce que c'est devenu un endroit assez intéressant pour les parents et les enfants, qui devient un lieu de jeu, et la mairie étant assez présente et assez constructive, finalement, elle laisse ouvert ce portail toute la journée, même si le bâtiment n'est pas en activité, et ça permet de générer vraiment un espace public en continuité. Sur cette photo-là, on voit donc l'amorce de la courbe qui fait l'ensemble de la périphérie du patio, l'entrée dans la grande salle. La petite porte que vous voyez ici, c'est une porte technique qui permet d'accéder à la toiture et à toute la partie de technicité. Et ici, une entrée secondaire qui peut être utilisée, mais qui la plupart du temps est fermée. Donc le travail sur le portail aussi, c'est un travail de détail, mais donc c'est un pivot qui est directement intégré dans le portail, qui permet de s'ouvrir et qui permet, lorsqu'il est ouvert, de ne créer aucune limite et aucune relation avec un élément, une potence qui permettrait de souligner la limite entre l'espace du patio et l'espace public de la place. On continue, on rentre dans la partie du patio. Donc on a ce patio qui est végétalisé. Là encore, moi j'aurais préféré qu'il soit minéralisé, mais pour des soucis on va dire de commande, il a été végétalisé. Et finalement, ça marche assez bien. On a une relation qui est assez intéressante, même si elle n'a pas, finalement, cette pelouse n'a pas vraiment de rapport avec ce qui se passe à la Durane et avec même la sécheresse de ce qui peut se passer dans le sud. Bon, ça fait un espace, on va dire, de rencontre et de convivialité qui est assez intéressant, qui permet réellement aux enfants de se jeter et de pouvoir jouer très facilement dans cet espace-là. C'est aussi ça aussi le travail avec les élus et avec les gens qui gèrent l'usage aussi de ces bâtiments, c'est de pouvoir offrir le maximum d'usage et de liberté dans des espaces comme cela. Donc on voit le rapport avec la fragilité de cette érable qui est une sorte d'élément un peu presque se casser et qui prend le vent et qui prend le sens du vent. Et puis l'architecture du béton blanc qui finalement vient simplement souligner le ciel. Petit élément donc, qui reste, donc, on a la relation entre les deux bâtiments qui viennent se toucher ou s'effleurer. Donc là, on a travaillé, c'est quelque chose qui là aussi était un petit combat, mais un vrai combat, sur l'épaisseur de la roche qui fabrique. Donc on voit la petite épaisseur de terre qui fabrique la végétation qui est autour de la Durane, et puis finalement toute la topographie qui fabrique la géographie de la Durane. C'est important parce que là encore aujourd'hui, finalement la ville prend le dessus, ce qui n'est pas forcément mal, mais on oublie réellement finalement la topographie et la présence du sol. Sur cette partie-là, l'accès au petit, donc ça c'est le petit bâtiment, ce que j'appelle le petit bâtiment, puis derrière nous, le bâtiment plus important de la salle. Ici, l'accès secondaire pour que les enfants puissent passer et venir jouer dans la deuxième cour.
Donc la deuxième la petite construction, donc qui vient s'incruster, se ficher dans la roche, qui vient là encore trouver cette relation. On a mis en place ce garde-corps pour il ne faut pas que les enfants aient contact avec les rochers, c'est pas bien, ça peut tomber, c'est normal. Donc du coup, on a mis à distance réellement la partie de rocher, la partie du paysage avec la cour. Et ici, on voit le patio intérieur avec la salle de danse ou la salle d'activité pour les enfants. Et la relation qu'on a ici, on ne voit pas tout à fait, avec l'espace public qui est sur cette partie-là. Donc on a le travail de courbe là encore qui est repris, non pas en forme de patio, mais en forme de anse de panier, et qui vient, lui, refermer le système sur la roche, et qui de l'extérieur ne se perçoit pas du tout. Ça, c'est un élément assez intéressant, puisqu'il vient capter la lumière pour l'amener donc directement dans la salle. Donc ça, c'est la grande salle. Ce que vous voyez au fond, là, ce sont des rideaux acoustiques qui peuvent être variés, parce que là encore, donc, faire une activité ou plusieurs activités dans le même lieu, c'est assez complexe, parce que finalement, on ne peut pas gérer l'acoustique. Donc le seul moyen, c'est d'avoir une acoustique variable. Donc l'idée de ces rideaux, c'est de pouvoir à la fois les déplier puis les replier en fonction de ce qu'on a envie. Et ce qu'on voit ici, à travers le travail de rails qui sont situés en partie haute, c'est le travail de fermeture des espaces. Donc, un espace global de 600 mètres carrés, puis ensuite qu'on peut rediviser en 300 et puis 2 fois 150. Le travail de la fenêtre dont j'ai parlé tout à l'heure, je viens de parler, donc une lumière indirecte avec une fenêtre épaisse. L'idée là encore, c'est d'amener la lumière à la fois verticalement, horizontalement, dans tous les sens finalement que l'on peut percevoir. Finalement, le paysage est presque absent, c'est uniquement la perception de la lumière qui fabrique la relation à l'espace. Donc l'entrée ici du patio, on peut passer ici à travers, donc on a une relation horizontale, la verticale finalement d'un puits de lumière qui vient éclairer cette partie-là, et une deuxième horizontale qui vient croiser la lumière qui vient du patio et qui vient nourrir la verticalité de l'espace. Ça, ce sont les couloirs techniques qui sont, eux, enterrés et dans lesquels on a travaillé des puits de lumière verticaux qui viennent traverser la Terre sur 1,50 m et qui viennent amener finalement la lumière dans toutes ces parties-là, qui sont des parties techniques, et qui finalement sont des espaces de travail et de distribution qui sont assez larges là encore et qui permettent de bénéficier d'un éclairage naturel. Troisième bâtiment, avant-dernier, qu'on a fini l'année dernière, qui est donc le centre culturel de Vertou. Vertou étant une commune qui est située à Nantes, enfin à côté de Nantes, à une dizaine de kilomètres de Nantes. Et là, on a travaillé sur une thématique d'intégration, là encore, à la fois paysagère et on va dire formelle de la ville. La première, c'était un travail assez intéressant sur le paysage. Donc Vertou, c'est une petite commune. Donc là, on a la Sèvre, un endroit assez bucolique dans lequel on peut se on se balade. Donc un lieu de promenade, un lieu de villégiature réellement. Le centre-bourg qui se situe sur cette partie-là, avec ici l'église, et puis le centre-bourg qui se développe de manière concentrique avec les voies. Et tout autour, finalement, des espaces de culture maraîchère ou viticole qui sont l'identité même de Vertou, c'est-à-dire cette relation avec le grand horizon et la production agricole. Alors, on est où ? Voilà. On est situé ici. Donc, le terrain qui avait été donné pour le concours, ça c'était un concours, c'est ce terrain-là, donc à l'entrée du centre-bourg, l'église dont je vous ai parlé tout à l'heure est ici, la place du village est là, la mairie est ici, et donc à l'amorce de l'entrée, un terrain qui est un ancien terrain de marbrerie et qui vient créer la porte d'entrée finalement, puisqu'on arrive depuis la rocade qui est ici,
la porte d'entrée dans le centre-bourg de Vertou, donc une relation au patrimoine de Vertou qui était assez intéressante et assez importante. Un élément aussi important, c'est que finalement, on a un terrain qui est assez, un lieu qui est assez hétéroclite avec des séries de maisons orientées un petit peu dans tous les sens parce que la topographie est assez douce. Donc finalement, c'est le sens d'évacuation des eaux et pas le sens finalement de la géographie qui organise l'ensemble de ces toitures. Et l'ensemble de ces toitures finalement fabrique une topographie artificielle qui était assez marquante pour moi lorsque j'ai été sur place parce qu'elle témoignait ou elle contrebalançait le rapport à l'horizon qu'on pouvait avoir. Deuxième élément qui m'est apparu aussi en visitant Nantes, c'est la pierre de tuffeau. Donc, la pierre de tuffeau, c'est une pierre blanche, qui n'est pas forcément une pierre d'une grande qualité technique, mais qui finalement fabrique, on va dire, une bonne partie, je sais pas, les 3/4 peut-être de la ville de Nantes. C'est une pierre blanche qui est appareillée, et qui finalement vieillit, devient grise avec l'eau, et qui témoigne d'une relation entre la matière et la ville. Et cette relation à la pierre et aux éléments de l'histoire me paraissait intéressant. Autre élément important dont je parlais tout à l'heure, c'est de l'aspect. Donc là, vous voyez, ça c'est la promenade sur les bords de Sèvres. Donc ça c'est la chaussée des Moines, ici. Donc c'est une sorte de digue submersible dans lequel on peut que l'on peut traverser à pied. On a la sensation de marcher directement sur l'eau. Donc c'est une digue légèrement arrondie. C'est un lieu assez connu dans lequel les gens se promenent, font un petit peu de canotage. Enfin, voilà, il y a des restaurants. C'est assez intéressant et assez paisible comme lieu. La deuxième, c'est la verticale donc de la mairie de l'église de Vertou, qui est faite elle en tuffeau. Donc une relation on va dire à la verticale et au ciel, et qui est fabriquée avec ce matériau. Et puis donc la relation que l'on a avec le paysage donc stratifié de la ville de Nantes, de la ville de Vertou et des bocages périphériques, donc cette espèce de stratification horizontale. Les toits dont je parlais là à l'instant, finalement fabriquent donc cette topographie dont je parlais et qui était une des sources du projet que l'on a essayé de développer, que l'on a développé à travers le travail de toiture, et qui était de rechercher une écriture, une relation au skyline, on va dire, de la ville, en continuité. Donc ça se passe forcément par un travail en maquette, donc le travail d'exploration dont je parlais au tout début de ma conférence. C'est l'idée, là encore, d'ouvrir le champ et de tester véritablement les relations que peuvent avoir ces toitures, donc à la fois à travers un système métrique, on peut le voir sur la gauche, ou à travers un travail plus sculptural, comme on le voit sur la droite, et d'arriver à trouver les relations et à tisser les relations avec finalement les différents bâtis qui sont alentour. Je ne sais pas si j'ai parlé du programme. Donc, le programme, c'est un centre culturel. C'est un lieu assez intéressant. En tout cas, le programme, de la manière dont il a été pris sur Vertou. Autour de Nantes, il y a une série de grandes salles de spectacle, grandes salles de concert, qui fabriquent un tissu, on va dire, associatif assez important. Mais il n'y a pas de lieu de répétition ou de lieu en résidence pour les gens ou les groupes professionnels ou semi-professionnels, finalement, qui fabriquent ces spectacles. Et l'idée de ce centre culturel, c'est d'aller au-delà de la relation associative et de faire rentrer dans le centre culturel ces différents acteurs professionnels qui vont se produire dans ces salles à travers le centre culturel de Vertou, qui devient en fait le lieu d'échange entre les professionnels et les associations. Donc, ce qui a généré finalement un bâtiment qui est assez exigeant en termes de technicité. On a des parquets de danse bien particuliers, on a des dimensions de scène et des dimensions de théâtre qui ont des relations directes avec les différents équipements qui sont autour de Nantes. Donc on a un travail assez précis, pareil sur les studios d'enregistrement, donc on a des studios d'enregistrement professionnels avec un degré d'exigence important. Et finalement, ce qui fonctionne assez bien aujourd'hui, et que la mairie arrive à faire fonctionner, c'est cette relation
et cette augmentation de compétences finalement des différents intervenants. Et l'échange, du coup, génère réellement un lieu foisonnant. Donc là, l'idée, sur cette partie-là, c'est un bâtiment en équerre qui vient fabriquer, donc tout à l'heure, la partie de l'entrée dont je parlais. L'église est en partie haute. On a un rond-point, encore une fois, plus petit cette fois-ci. Et ici, on a une place triangulaire qui fabrique avec, ici, sur cette deuxième place, une place qui est déjà existante, qui est un jardin de vieux ormeaux. Les ormeaux étant les arbres qui sont typiques vers Nantes, donc qui sont des vieux ormeaux qui sont remplis de mousse et qui sont assez anciens et assez beaux. Et finalement, une deuxième place minérale qui se situe ici et qui vient répondre et qui vient créer la porte d'entrée dans la vieille ville de Vertou. Avec ici, sur la partie inférieure du bâtiment, la partie du parking fonctionnel pour le faire fonctionner. Le bâtiment se développe en 2 niveaux, un rez-de-jardin qui a un accès direct donc sur cette partie-là, sur la partie du parking. On a ici un studio de théâtre qui a les mêmes dimensions que le théâtre que vous verrez à l'étage du dessus et qui a les mêmes dimensions et l'acoustique qu'un théâtre qui est aux alentours de Nantes. Sur cette partie-là, on a tout l'ensemble des studios d'enregistrement, 1, 2 et 3 studios d'enregistrement, une dimension différente pour différents groupes. La partie de stockage de ces studios d'enregistrement. Ici, on a une salle de danse qui est polyvalente. On a la partie technique ici et on tourne autour d'un noyau qui est le noyau dédié au théâtre, avec ici la partie vestiaire du théâtre. Sur cette partie-là, on a l'escalier qui nous permet d'accéder à l'étage et ici l'ascenseur. Sur la partie de l'étage, donc, ce qui est en fait en rez de ville, on va dire, donc celle-ci était en rez de jardin, celle-ci en rez de ville. Donc on monte sur un espace public qui est légèrement infléchi, finalement accède, donc on vient creuser cet espace d'accueil qui vient ouvrir sur cette fenêtre qui ouvre sur l'horizon et sur la lecture du paysage dont je parlais tout à l'heure. Et à partir de ce point, on a à la fois la lecture du paysage et on a à la fois la lecture de la verticale de l'espace cultuel qu'est l'église. Donc on a ce travail de relation entre le grand paysage et l'histoire de la ville. Sur cette partie-là, on a la salle de spectacle avec des gradins rétractables. Ici, 2 studios de danse avec ces locaux, ces vestiaires, ici sur cette partie-là, où là encore on travaille sur des continuités spatiales, c'est-à-dire l'idée de ne pas avoir d'éléments qui viennent obturer, on va dire, le développement spatial à l'intérieur de l'équipement. Sur cette partie-là, plutôt des parties techniques. Ici, un petit bassin qui vient créer cette relation avec le deuxième jardin dont je parlais, qui est juste en face et qui fabrique l'entrée du bâtiment. Le jeu de toiture et la relation entre donc, le rez de ville qui est ici, qui ouvre sur l'entrée, sur ce que j'ai appelé la limite de l'entrée, et sur cette partie-là avec le parking et l'accès sur la partie dont je parlais tout à l'heure. Donc juste pour initier en quelques mots le travail sur la toiture, il a été à la fois sculptural, donc ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc on n'a pas une panne identique, donc c'est un travail de charpente sur lequel on vient poser une toiture en béton très fine, qui vient se plier et qui vient fabriquer des relations avec les bâtis existants. Donc c'était assez intéressant. Le charpentier s'est vraiment pris au jeu et s'est vraiment intéressé, puisque finalement, aucun élément n'était répété ou n'était systématique. C'était comme une sorte de sculpture géante qui venait fabriquer. Et ça a été pour lui un jeu, un vrai jeu et un vrai travail finalement d'analyse. Donc là, on est sur la partie de l'église, on est dans la partie haute de l'église, et on voit cette relation avec les toitures qui fabriquent les rues, qui fabriquent cette topographie artificielle et le bâtiment du centre culturel. Lorsqu'on arrive du centre-ville, on perçoit cette masse comme une masse à la fois fractionnée, donc qui vient créer par son échelle et ses proportions des relations avec les bâtis environnements, et puis finalement qui vient s'imposer
par sa matière, qui est donc du travertin. Là encore, le tuffeau étant impossible à utiliser d'après Socotec. Trop compliqué, trop friable pour être utilisé. Donc finalement, on s'est tourné vers une pierre. Enfin, c'est une pierre qui m'intéresse parce que c'est une pierre qui est assez souple finalement dans son dessin. C'est une pierre qui est faite d'accumulation de sable. Donc elle est faite de pliage. Elle est faite de petits percements et de creusements qui viennent prendre les mousses et qui viennent prendre le temps au fur et à mesure. On a le même travail dont je parlais tout à l'heure, qui est celui d'une couvertine qui vient laisser l'eau couler sur les façades et finalement laisser le temps faire son œuvre. Et donc on a ces relations assez intéressantes entre les petites typologies finalement et ces toitures qui viennent créer des relations métriques qui bougent bien évidemment au fur et à mesure que l'on se développe dans le bâtiment et qui viennent créer ces relations avec le paysage. Sur cette partie-là, le parking. Au fond, le grand horizon avec les cultures qui sont ici en premier plan, puis au fond, la ville qui se développe avec quelques émergences végétales, soit des usines, soit des... Je vais laisser tourner un peu. La partie du hall est un peu plus légère. La relation creusée de l'espace public avec les espaces périphériques et qui permet réellement d'ouvrir et de créer ces continuités dont je parlais tout à l'heure. Les espaces de danse qui sont eux assez clos et assez fermés pour des raisons programmatiques et simplement quelques lumières naturelles. L'espace de vestiaire des différents éléments de danse, et puis le théâtre qui se développe en partie basse. Je vais finir sur un projet que l'on est on est en chantier en ce moment. Donc c'est un projet privé un peu hors du cadre. C'est 2 maisons privées qui sont à Aix-en-Provence, au milieu d'un golf, le golf du 7 Club. Et 2 questions un peu particulières. C'est 2 maisons contemporaines, donc au milieu d'un golf, donc un paysage complètement construit, artificiel, qui se développe tout autour. Et ici au milieu, la question de se poser, à travers ici une bastide ancienne et 3 maisons contemporaines, on va dire néo-provençales, 2 maisons pour 2 associés, avec la question de l'intégration dans le paysage. Donc là, de la même manière un peu que j'avais travaillé sur la Durane, j'ai initié la recherche sur la question de Palladio, avec la relation avec la Villa Rotonda, à travers la visite que j'avais pu en faire à Vicence. Et cette relation au paysage, donc à la fois à l'organisation en carré, les 4 directions, et puis la relation qu'on avait avec le socle, le paysage surélevé, et puis la construction presque à la fois monolithique et à la fois très emprunt à donner un ordre au paysage qui est autour. Et donc ça a nourri le travail de projet à travers différentes maquettes. Et ça nourrit notamment le projet à travers un travail sur à la fois un espace missien puis un espace canien, c'est-à-dire comment habiter finalement l'épaisseur, comment habiter la masse, tout en capturant le paysage. Et donc, on est arrivé à travailler sur 2 carrés, un carré orienté sur nord-sud, est-ouest, qui est ici, et puis un deuxième qui vient s'orienter sur une forêt qui est organisée ici, qui est plein sud, donc nord-est, et qui finalement, à travers le travail de ces 2 inflexions, vient là encore souligner le mouvement du paysage et le mouvement de terrain qui accompagne plus largement les 2 maisons. Donc sur la partie du sous-sol, je vais passer assez rapidement. On a les parties techniques, donc parking, accès, service.
Et là où c'est un petit peu plus intéressant, c'est forcément à l'étage. Donc à l'étage, ça se développe à travers, pour la première maison, 4 directions, 4 blocs, un bureau, une cuisine, chambre des enfants, chambre parentale. Et ces 4 blocs sont des lieux dans lesquels on habite l'épaisseur et l'on vient capturer le paysage à travers des cadres. Et ensuite, on vient développer au cœur, ici, sur cette partie-là, donc sur le socle, un espace carré qui vient s'ouvrir dans les 4 directions et qui vient capturer, comme un espace smithien, le paysage et le faire exister dans l'épaisseur et dans la densité des blocs. L'ensemble de ces baies vitrées viennent coulisser à galandage dans les blocs, finalement, et viennent disparaître à l'intérieur, et viennent créer ce prolongement des terrasses extérieures, de la piscine, avec le paysage que l'on vient surplomber. Dans le deuxième, on a à peu près le même principe, sauf qu'un bloc a sauté, pour finalement ouvrir le champ sur le paysage de la forêt qui est juste à côté. Partie de l'étage, on le verra à travers les photos, on a un rapport. Donc l'idée c'est de fabriquer 3 maisons les unes sur les autres, un rapport au sol, donc enterré, dans lequel on met la technicité, un rapport au paysage horizontal avec le rapport à la vue, et puis finalement des maisons à patio plus on va dire romaines ou méditerranéennes, à travers un dernier étage qui est cerclé de béton, 2 patios latéraux pour celle-ci, un espace central vitré traversant sur cette partie-là. Et là, l'inverse, c'est-à-dire un espace périphérique habité et un espace central vide qui crée cette relation avec le ciel qu'on va voir à travers les photos. Donc c'est 3 espaces qui fabriquent 3 relations à l'aspect méditerranéen. Donc je reprends sur cette partie-là le travail sur la terre, donc on voit qu'elle est enterrée sur une partie ouverte de l'autre côté, la relation au paysage, à l'horizontale, et la relation au ciel et à la verticale. Tout ça, ça s'établit dans un rapport assez étrange avec des joueurs de golf et des balles et des manches à balai. Et surtout des balais un peu étranges de gens qui tournent autour des maisons avec un petit caddie. Donc, ce qui donne un peu une relation au paysage assez hors du commun. Et ça se travaille forcément par une thématique dont j'avais parlé au début de ma conférence, c'était l'idée de l'épaisseur et de la densité. Donc là encore, ça se travaille à travers le béton. Mais l'idée, là encore, c'est que l'aspect méditerranéen, le travail sur l'ombre, viennent produire des espaces de profondeur. Alors à la fois des espaces au nu, donc ces vitrages-là, qui sont des vitrages qui sont au même nu que le béton, et puis avec des éléments de profondeur et d'épaisseur qui sont orientés de manière à limiter les apports solaires sur certaines parties. Donc le travail sur le béton, donc là c'est un béton qu'on a travaillé avec du sable gris, donc c'est un béton qui varie énormément en termes de couleur. Il y a du ciment blanc, mais il y a du sable gris, ce qui donne cette perception d'un béton qui, lorsqu'il y a beaucoup de lumière, est très rayonnant, et lorsque la lumière se fait plus faible, il s'éteint un petit peu et finalement se perçoit presque comme un béton gris à certains moments. Ensuite, on a travaillé sur une complémentarité avec le ciel et avec le cadrage sur le ciel. On a travaillé également avec une pierre, c'est une pierre de Bourgogne qui fabrique l'ensemble des acrotères et qui viennent fabriquer cette relation au skyline dont je parlais tout à l'heure. Donc là, on voit la partie centrale donc, en cours de chantier, avec ici la maison ouverte sur les 4 directions, et sur cette partie-là, la maison à patio, qui est fabriquée par les socles habités qui sont autour. Bon, c'est le chantier. Là, c'est un peu moins le chantier, mais c'est encore le chantier. Donc, on vient de poser il y a quelques jours les dalles. Donc, c'est des dalles qui sont assez imposantes. Elles font 2 mètres par 1 mètre. On voit l'échelle à peu près de la relation avec un banc en béton. Et qui vient créer cette relation avec le ciel dont je parlais, finalement les vitrages, et la relation avec, on ne voit pas sur cette photo, mais il y a l'amorce de la forêt qui finalement est présente. Et donc la juxtaposition de ces 2 vues, à la fois la vue horizontale du paysage et puis la vue verticale des patios,
fait fonctionner la maison d'une manière assez intéressante et finalement lui permet d'avoir une relation totale avec le paysage. Sur cette partie-là, on voit la relation avec la forêt qui est tout autour. La dalle béton, qui est une dalle en béton pleine, donc de 60 cm, une dalle à caisson. On a des portées qui sont assez importantes. Là, on voit un joueur de golf. On voit l'échelle. Prêt à dégainer. Sur cette photo, ce qui est assez intéressant là encore, c'est de voir la relation à la topographie. Donc au loin, ce qu'on voit, c'est la Durane. On a une relation totale. Donc la salle polyvalente n'est pas très loin, elle est juste là. On voit la mer de bâtiments un peu hétéroclites. Et puis cette partie-là avec donc, le terrain naturel qui vient tourner et les deux maisons qui finalement suivent et fabriquent et soulignent cette topographie. Donc là, avant qu'on pose les vitrages, on voit la relation avec le paysage dont je parlais tout à l'heure. Donc on est dans l'espace central du salon. On a le bloc ici des chambres. On a ici un porte-à-faux qui est assez important dans les deux sens. Finalement, la maison à patio, elle est au-dessus, ici. Les vitrages rentrent et coulissent dans les blocs et libèrent la vue sur l'horizon, ici, des chênes qui sont tout autour et qui fabriquent une relation avec le golfe qui est en partie basse. Sur cette partie-là, un étang. C'est juste là. La forêt est sur votre droite, ici. Donc on a l'ensemble des blocs béton. Donc la relation entre le dedans et le dehors se fait dans la même matérialité. L'idée, là encore, c'est d'avoir un bâtiment qui n'a pas de seconde œuvre ou très peu de seconde œuvre. Le second œuvre se situe un maximum dans les blocs, mais finalement, quand on est dans le séjour, on est dans un espace d'intensité de construction. Donc là, c'est avec les menuiseries qui commencent à se mettre en place. Donc on voit c'est la fenêtre de la chambre, avec la terrasse qui se situe sur cette partie-là, et la piscine en contrebas, avec la relation qu'on a sur l'extérieur. En cours de décoffrage, le plafond. C'est pas une erreur. C'est en cours de décoffrage. Ils sont un peu brûlés, les uns. C'est presque fini. Sur cette partie-là, on voit la bibliothèque qui crée. Donc là, on voit une des maisons néo-provençales. On voit l'échelle un petit peu la relation entre le rez-de-chaussée de cette partie-là et cette maison. Le paysage au loin avec la Durane. Ici, l'escalier qui monte depuis le sous-sol. Et puis, sur cette partie-là, la bibliothèque qui finalement crée et génère une fenêtre diagonale. On voit ici les réservations. Là, c'est la fenêtre. Et la partie du salon qui se développe sur cette partie-là. L'espace dont je parlais qui vient capturer le paysage, donc la bibliothèque qu'on retrouve ici, et finalement le paysage qui se développe sur les 4 directions et qui vient saisir totalement le végétal et on va dire le skyline avec les arbres. Je vous remercie.